As-tu déjà eu cette sensation d'être en vie sans vraiment vivre, comme si tu t'enfonçais lentement, pas dans un désespoir dramatique, mais dans un silence froid, engourdissant, ce genre de vide qui ne crie pas, mais qui murmure, une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Tu te lèves, tu travailles, tu souris, tu fais ton devoir, tu dors et tu recommences. Des journées qui ressemblent à des copies pâles les unes des autres. Tu fais des efforts, tu survis. Mais quelque part, entre les notifications, les réunions et les services du week-end, quelque chose s'est perdu. Peut-être que ce quelque chose, c'est toi. Nous vivons dans un monde obsédé par le mouvement, mais très peu parlent de direction. La routine est devenue une anesthésie, le bruit une bande sonore permanente, la peur de s'arrêter est devenue du carburant. Et toi, toi-même, tu n'es devenu qu'un rouage de plus dans une machine qui ne demande jamais si elle avance dans la bonne direction. Elle exige juste que tu continues de tourner. Mais, et si, dans le silence entre deux tâches, tu entendais une voix faible mais persistante, tout au fond, une voix qui murmure « C'est tout, c'est vraiment ça, ta vie ». Tu essaies peut-être de ne pas l'écouter. Après tout, ta vie avance, non? Tu as ce qu'il faut, n'est-ce pas? Un boulot qui paie les factures, une relation qui fonctionne, des amis peut-être, une routine, une stabilité, une vie qui, en apparence, a du sens. Et pourtant, ce vide, cette absence de présence, une sorte d'exil intérieur, comme si ta version la plus authentique était enfermée dans un sous-sol de l'existence. Combien de fois t'es-tu promis de changer, de lancer ce projet, de quitter ce boulot, de mettre fin à cette relation tiède, de voyager seul, d'écrire ce livre, de tenter cette idée? Combien de fois as-tu dit « un jour, je le ferai ». Mais voici une vérité difficile à avaler. Un jour est un mensonge bien déguisé. Il n'existe pas de jour magique où la peur disparaîtra, où tu auras tout ton temps, où tout sera prêt. Un jour est l'anesthésiant que tu utilises pour repousser le malaise d'affronter ce qui compte vraiment. Un jour est l'alibi de ton abandon. C'est l'excuse que tu te répètes pour continuer à accepter moins que ce que tu mérites. Et pendant ce temps, le temps passe. Pas de manière tragique, sans feu d'artifice ni larmes. Il passe presque imperceptiblement. Comme la poussière qui s'accumule dans un coin de la pièce, tu ne la remarques que lorsque la lumière frappe sous un certain angle. Quand tu regardes une vieille photo, quand un ami s'en va, quand un rêve meurt en silence et que personne ne le remarque, même pas toi. On se réveille sans pouvoir dire quand on a perdu l'enthousiasme. Il n'y a pas de date précise, pas de déclic, juste une accumulation de silence, de reports, de promesses faites au miroir et jamais tenues. Te souviens-tu du moment où tu as cessé de rêver grand? Quand est-ce que ce que tu voulais est devenu irréaliste? Quand quelqu'un t'a dit que ton désir était impraticable et que tu l'as cru? Quand as-tu commencé à mesurer ta vie en tableur au lieu de la mesurer en intensité? Petit à petit, sans t'en rendre compte, tu as troqué le verbe vivre contre le verbe maintenir. Et il y a une différence radicale entre les deux. Vivre exige de la présence, du risque, des choix. Maintenir, c'est juste répéter. Et dans ce cycle de conservation, quelque chose en nous s'étiole, l'âme s'atrophie, on devient petit, petit dans nos choix, nos gestes, nos rêves, petit même dans nos douleurs, parce que même souffrir semble de trop quand on est déjà si engourdi. Et voici la partie la plus dangereuse. Tu commences à croire que c'est normal. Tu crois que tout le monde vit comme ça, que personne ne se lève avec de l'enthousiasme, que personne n'aime vraiment, que personne n'accomplit rien de grand. Et tu te mets à te moquer de ceux qui essaient, à regarder avec cynisme ceux qui osent, à appeler illusion ce qui fut un jour ton désir le plus intime. C'est la forme de renoncement la plus cruelle, celle qui se déguisait en maturité. Tu dis que tu as grandi, que tu es devenu réaliste. Mais au fond, tu t'es juste adapté à la médiocrité parce qu'elle fait moins mal que de rêver et échouer. Et c'est compréhensible, personne ne peut être blâmé de vouloir se protéger. Mais maintenant, laisse-moi te demander, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand vas-tu repousser ta vie au nom de la commodité? Jusqu'à quand vas-tu suivre les chemins tracés par d'autres, simplement parce qu'ils paraissent sûrs? Jusqu'à quand vas-tu entretenir des relations qui ne te nourrissent pas, des habitudes qui t'éteignent, des excuses qui t'enchaînent? Tu mérites mieux, pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu es humain. Et tout être humain porte en lui une inquiétude sacrée, le désir d'être plus que ce qu'il est. Ce désir est ta boussole, ton appel, ton souffle. C'est le rappel que, même au milieu du chaos, de la routine, des factures et de la pression, il y a en toi quelque chose qui bat encore. Et c'est ici que commence le voyage. Mais pour l'entamer, tu devras affronter une question inconfortable et totalement transformatrice. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que tu veux vraiment? Ce n'est pas une question rhétorique, elle demande du courage, parce que la réponse pourrait ne pas te plaire. Peut-être que c'est la peur, peut-être un vieux traumatisme, peut-être une croyance qu'on t'a inculquée enfant, peut-être le confort, ou la lâcheté, ou l'épuisement, ou tout ça en même temps. Mais tant que tu ne connais pas la réponse, tu continueras à flotter, à maintenir, à survivre. Et il existe un mot pour cet état, déconnexion. Déconnexion de toi, de ce que tu aimes, de ce qui compte, de ta propre vérité. Et personne n'a parlé de cela avec autant de profondeur que Carl Gustav Jung, un homme qui ne voyait pas la souffrance comme une faiblesse, mais comme un signal. Un homme qui croyait que le vide que nous ressentons n'est pas une erreur, c'est un appel à plonger, à écouter, à se retrouver. Jung ne voulait pas seulement traiter les symptômes, il voulait nous montrer le chemin du retour, le retour vers nous-mêmes. Il croyait que ce qui nous rend malades, ce n'est ni la tristesse, ni l'échec, ni la peur. Ce qui nous rend malades, c'est vivre une vie qui n'est pas la nôtre, et la guérison commence par l'écoute, par le courage de s'arrêter et de regarder à l'intérieur, de faire face à l'ombre, d'écouter les rêves, de se souvenir de ce qui faisait un jour battre ton cœur plus fort. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas qu'une réflexion, c'est une invitation à interrompre, ne serait-ce que quelques minutes, le cycle hypnotique de ta routine et à te demander « Qu'est-ce que je fais de ma seule et unique vie ?» Tu n'as peut-être pas encore la réponse, mais rien que de poser la question, quelque chose change, car toute transformation commence par un inconfort, par un murmure, par un refus d'accepter que ceci est la meilleure version de ton histoire. Et si tu as ressenti cet inconfort, ce léger vertige, ce frisson intérieur, alors tu es prêt à plonger dans quelque chose qui peut changer ta façon de vivre, de choisir, de ressentir, prêt à découvrir une nouvelle façon de te regarder, prêt à comprendre que peut-être ce que tu redoutais le plus est précisément là où dort ton plus grand potentiel. As-tu déjà eu l'impression qu'il y a en toi bien plus que ce que tu parviens à exprimer, comme s'il existait une partie oubliée, cachée, qui attendait d'être révélée? Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'appel de ta propre psyché qui essaie de te réveiller. Et c'est justement cette voix intérieure, si souvent ignorée dans le monde moderne, que Carl Gustav Jung a passé sa vie à essayer de comprendre. Mais qui était Jung ? Et pourquoi, presque un siècle après la naissance de ses idées, continue-t-on à parler de lui comme s'il avait encore quelque chose d'urgent à nous dire? Jung n'était pas simplement un psychiatre suisse, c'était un explorateur de l'âme humaine, quelqu'un qui a osé aller là où presque personne n'ose poser le pied, dans les profondeurs de l'esprit, dans les cavernes sombres où résident nos traumatismes, nos rêves, nos contradictions, et surtout notre véritable moi. Né en 1875 dans la petite ville de Kesswil, en Suisse, Jung a grandi entouré de religion, de silence et de mystère. Son père était pasteur protestant et la maison baignait dans les rituels et les croyances. Mais très tôt, Carl aperçut quelque chose d'étrange. Il faisait des rêves vifs, profonds, presque mystiques. Il rêvait de maisons dans des maisons, de sous-sols cachés, d'êtres anciens et de symboles que même les adultes ne pouvaient interpréter. Le plus curieux, il ne les oubliait pas. Il les notait.
Alors que d'autres enfants dessinaient des châteaux, Jung dessinait des mandalas. Alors que les autres jouaient à cache-cache, lui observait comment les adultes se mentaient à eux-mêmes. Il a grandi dans le décalage entre ce que les gens montraient et ce qu'ils ressentaient, et cela le fascinait. Pourquoi tant de personnes vivent-elles déconnectées d'elles-mêmes? Pourquoi ressentent-elles autant de vide, même en faisant tout comme il faut? Ces questions ne l'ont jamais quitté. Et au centre de tout, une obsession silencieuse. Découvrir ce qui habite vraiment l'être humain à l'intérieur. Plus tard, il deviendra une figure centrale de la médecine et de la psychologie européenne. Il a même travaillé aux côtés de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Leur partenariat était intense. Jung était vu comme l'héritier intellectuel de Freud. Mais rapidement, leurs chemins ont divergé. Freud s'intéressait principalement à la sexualité, au trauma, à la répression. Jung voulait aller plus loin. Il croyait que l'être humain n'était pas seulement le produit de son passé ou de ses blessures refoulées. Il croyait qu'il existe une dimension plus profonde, symbolique, spirituelle, archétypale, qui guide notre existence. Pour Jung, la vie n'est pas une simple accumulation d'expériences. C'est une traversée, un pèlerinage intérieur, une quête d'individuation, un terme qu'il a inventé pour décrire le processus de devenir ce que l'on est réellement. Et voici la première connexion directe avec toi, avec ta vie, ici et maintenant. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi cherche cette reconnexion, cet appel à l'individuation. Cesser de jouer un rôle et commencer à vivre de façon authentique est universel. Jung le voyait chez les patients malades comme chez les artistes visionnaires, chez les mères de famille comme chez les guerriers spirituels. Tout le monde porte en soi ce désir de se retrouver. Mais il y a un problème. Nous vivons dans une société qui nous apprend à ne regarder qu'à l'extérieur. Tu es éduqué pour plaire, obéir, conquérir, produire. On t'enseigne à chercher la sécurité, pas le sens, les applaudissements, pas l'authenticité, à faire taire ta voix intérieure pour mieux rentrer dans le moule. Et c'est précisément là que naît la crise silencieuse dont tant de gens souffrent, celle dont on parlait dans la partie 1. Tu peux réussir ta vie en apparence, et pourtant ressentir un vide, un trou, un écho de ce que tu étais avant de t'être adapté. Jung voyait cela dans les symptômes, anxiété, dépression, addiction, crise existentielle. Pour lui, ce n'était pas seulement des troubles cliniques, c'étaient des messages codés de l'âme, comme si la psyché criait « Hé, tu t'es perdu en chemin, rentre à la maison !» Et cette maison, elle n'est pas dehors, elle est en toi. Mais pourquoi est-ce si difficile de revenir? Pourquoi est-ce si éprouvant de se reconnecter? Jung répondait à cela avec l'une de ses idées les plus puissantes, l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as réprimé, nié ou dissimulé de toi-même. Pas seulement tes défauts, comme la colère, la jalousie, l'envie, mais aussi tes forces étouffées, ta créativité refoulée, ta voix tue, ton courage bridé. L'ombre, c'est ce grenier obscur dans lequel tu as enfermé des morceaux de toi que les autres ont jugés inacceptables. Mais ce que tu caches ne disparaît pas. Cela t'observe depuis l'obscurité, influence tes décisions, sabote tes relations, te fige dans la peur. Un exemple, tu es profondément irrité par les personnes arrogantes, mais peut-être qu'au fond, tu as toi-même réprimé ta propre assurance, car tu as été puni un jour pour t'être affirmé. Ou bien tu ressens de l'envie envers ceux qui vivent avec liberté. Mais en toi, tu t'es enchaîné à une vie prévisible, croyant que la sécurité valait mieux que la passion. Jung croyait que tant que tu n'intègres pas ton ombre, c'est elle qui te contrôle. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Et c'est là toute la beauté du voyage jungien. Ce qui te fait peur peut aussi te libérer. Et la clé de cette libération, c'est le courage de regarder, de ne pas fuir ce que tu es. Souviens-toi, enfant, tu avais peur du noir, jusqu'au jour où tu as allumé la lumière et tu as vu qu'il n'y avait pas de monstre, ou qu'il y en avait un, mais bien moins effrayant que tu ne le pensais. C'est la même chose avec ton âme.
Quand tu regardes en toi avec honnêteté et courage, tu allumes une lumière et tu découvres que la douleur est porteuse de messages, que les rêves sont porteurs de vérité, que les répétitions te montrent des réponses. Jung pensait que nos rêves sont des lettres envoyées par l'inconscient, des lettres codées, pleines de symboles. La plupart d'entre nous les ignorent, mais selon lui, elles contiennent les clés qui nous manquent, les morceaux du puzzle, les indices de notre propre chemin. Et plus encore, il disait que nous ne sommes pas seuls dans cette plongée intérieure. Jung parlait de l'existence d'une structure qu'il appelait l'inconscient collectif, une sorte de bibliothèque symbolique partagée par toute l'humanité. C'est pourquoi, dans tous les coins du monde, on retrouve des récits avec des héros, des mentors, des chutes, des renaissances. Ces éléments universels s'appellent les archétypes. Ils vivent en nous, et si nous leur prêtons attention, ils nous montrent le chemin. Tu t'es déjà demandé pourquoi des histoires comme Le Roi Lion, Harry Potter ou Star Wars nous touchent autant, alors qu'elles sont fictives? Parce que, inconsciemment, nous y reconnaissons notre propre trajectoire. Le héros qui fuit son destin, mais doit revenir. Le mentor, l'affrontement avec l'ombre, la chute, la rédemption. Ces histoires sont des cartes, des reflets de ce que nous vivons, ou de ce que nous devons encore vivre. Et voici le message central de Jung. La vie que tu cherches ne se trouve pas dehors. Elle se construit à l'intérieur. Mais attention, ce n'est pas du développement personnel de supermarché. Jung ne vendait pas de l'optimisme. Il parlait d'intégration. Et l'intégration demande du travail. Regarder en soi fait mal, écouter son âme dérange, affronter ses schémas, ses blessures, ses peurs, demande du courage. Mais l'alternative, vivre déconnecté, anesthésié en pilote automatique, est encore plus douloureuse. Jung disait « Celui qui ne fait pas face à son ombre vivra un destin gouverné par elle ». Et malheureusement, c'est ce que nous voyons chaque jour. Des gens qui sabotent leurs rêves, leurs relations, leur corps, leur vocation, non pas par méchanceté, mais par ignorance. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi nous parlons de Jung. Parce que ces idées ne sont pas faites pour des livres poussiéreux. Elles sont faites pour toi, pour ton quotidien, pour ce moment où tu répètes une erreur sans comprendre pourquoi, pour ce sentiment que tout va bien, mais que quelque chose cloche, pour cette larme soudaine, pour cet enthousiasme oublié, pour cette étincelle qui pulse encore et refuse de mourir. Alors, si tu es encore là, en train d'écouter, sache ceci, ce chemin est le tien. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici en réponse à un appel, et à partir de maintenant, tu vas découvrir comment appliquer tout cela dans ta vie. Comment utiliser l'ombre comme boussole, les rêves comme guide, les archétypes comme miroir, comment cesser de survivre et commencer à vivre. Mais d'abord, respire. Oui, maintenant. Inspire profondément. Pose ta main sur ta poitrine. Sens. Tu es encore là. Tu n'es pas perdu. Tu t'étais juste éloigné de toi. Et la bonne nouvelle, tu peux revenir. Tu le peux toujours. Si ce message a touché quelque chose en toi, si cela a résonné, si cela t'a fait réfléchir, ne laisse pas ça mourir ici. Aime cette vidéo, pas pour l'algorithme, mais pour honorer ce que tu as ressenti. Abonne-toi à la chaîne, car ce voyage ne fait que commencer, et les prochaines parties t'apporteront de vrais outils pour transformer ta vie de l'intérieur. Et partage ce contenu, car peut-être que quelqu'un que tu aimes vit exactement cette même déconnexion. Après tout, comme le disait Jung, le monde n'a pas besoin de gens bien adaptés, il a besoin de gens entiers. Et c'est exactement ce que nous construisons ici. Ensemble, imagine qu'il existe une pièce verrouillée en toi, un endroit sombre, poussiéreux, où sont stockées toutes les parties de toi qui ont été rejetées, réduites au silence, ridiculisées ou craintes. La colère qu'on t'a appris à contenir, la tristesse qu'on t'a demandé de cacher, l'ambition qu'on a appelée de l'égoïsme, la sensualité qui est devenue culpabilité, la créativité qu'on a jugée puérile, tout cela et bien plus se trouve là-dedans. Cet endroit, Jung l'a appelé l'ombre. Mais voici un choc. Ton ombre n'est pas ton ennemi.
C'est la partie de toi qui abrite les versions de toi-même que tu n'as jamais eu la permission d'incarner. Combien de fois as-tu souri pour éviter un conflit alors que tu bouillonnais intérieurement? Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que tout s'effondrait en toi? Combien de fois as-tu tué un talent par peur d'être trop? Chaque fois que tu réprimes quelque chose de vrai en toi, cette énergie ne meurt pas, elle descend, elle coule vers le bas, et elle commence à vivre dans les profondeurs de ta psyché. Et là, hors de portée de ta conscience, elle agit. Pas comme un esprit maléfique, mais comme un enfant négligé, en manque d'amour, explosif, manipulateur. Elle se venge à travers la procrastination, la jalousie, l'autosabotage, cette colère qui éclate sans raison, ce vide qui te ronge sans explication. Pense à un moment où tu as agi d'une manière que tu n'as pas reconnue ensuite. Tu as dit des choses que tu ne voulais pas dire. Tu as détruit quelque chose que tu valorisais. Tu t'es demandé « Pourquoi ai-je fait ça ?» Et maintenant, sois honnête. Était-ce vraiment toi? Ou était-ce une partie de toi que tu avais laissée trop longtemps dans l'ombre? L'ombre est tout ce que tu ne veux pas être, mais que tu es. Et plus tu fais semblant qu'elle n'existe pas, plus elle prend le volant à ta place, sans que tu t'en rendes compte. Jung disait « Tant que tu ne rends pas le subconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Combien de destins dans ta vie ont été en réalité des choix inconscients dictés par la peur? Combien de fois as-tu fui une opportunité parce qu'au fond de toi, tu te voyais encore comme l'échec qu'on t'avait fait croire que tu étais? Combien de fois as-tu saboté une relation par peur de l'intimité, mais tu as préféré dire que vous étiez incompatibles? Voici une vérité que peu ont le courage d'accepter. La majorité de nos échecs ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une accusation, c'est une libération. Car si l'ombre est en toi, cela signifie que le pouvoir de la transformer l'est aussi. L'ombre n'a pas besoin d'être combattue, elle a besoin d'être reconnue. Elle ne cherche pas à te détruire, elle veut simplement te dire que tu es fragmenté. Elle veut être vue, acceptée, écoutée. Mais comment faire cela? Comment regarder ce qui nous effraie le plus sans se perdre dans la peur? Commence ici. Observe tes déclencheurs, ces situations qui te font perdre ton sang-froid, ces personnes qui t'énervent sans raison apparente. Souvent, ce qui t'irrite le plus chez l'autre, c'est ce que tu refuses d'accepter en toi. Quelqu'un te paraît arrogant, peut-être as-tu refoulé ta propre confiance. Quelqu'un semble trop en demande, peut-être as-tu honte de ton propre besoin d'affection. Quelqu'un vit avec audace et tu ressens de la colère. Peut-être est-ce de la jalousie envers une vie que tu aimerais vivre, mais que tu n'oses pas. Cette révélation peut faire mal, mais elle est transformatrice, parce qu'elle brise le cycle de la projection. Tu cesses d'accuser l'autre de ton propre sentiment d'incomplétude. Maintenant, réfléchis avec moi. Et si cette faiblesse que tu t'es toujours efforcé de cacher était en réalité ta plus grande force, mal dirigée? Et si ta colère, apprivoisée, devenait du courage? Et si ta honte, guérie, devenait de l'empathie? Et si ton impulsivité acceptée devenait de l'audace? L'ombre est avant tout un pouvoir mal organisé. Et Jung le savait. Il ne voulait pas que tu sois bon, il voulait que tu sois entier. Être entier, c'est être capable de contenir des paradoxes. Être fort et vulnérable, aimant et ferme, créatif et pragmatique. Être entier, c'est ne plus avoir à cacher des parties de toi pour être accepté. Mais nous vivons dans une culture de la performance. Depuis tout petit, on nous apprend à ne montrer que ce qui est agréable, utile ou vendable, à l'école, au travail, sur les réseaux sociaux. L'enfant spontané devient adulte poli, l'adolescente rebelle devient professionnelle conforme. Et tout ce que tu étais va dans la cave. Mais voici le secret, l'authentique ne disparaît pas, il attend. Il attend une faille, une douleur, un effondrement, un rêve étrange. Et tout à coup, il revient, sous la forme d'une crise, et tu appelles ça anxiété, burn-out, syndrome de l'imposteur. Mais ce qui se passe réellement, c'est un choc intérieur. Le masque ne tient plus, le rôle ne colle plus, la vie ne convainc plus, et tu ressens.
Tu ressens qu'il y a quelque chose en toi qui veut sortir. Mais sortir où? Vers la lumière. Intégrer l'ombre, c'est le processus de donner un nom à ce qui a toujours existé en silence. C'est dire « Je te vois, je reconnais cette part. Elle me fait peur, oui, mais elle m'appartient aussi. » Et quand tu fais cela, tout change. Tu ne deviens pas parfait, tu deviens réel. Tu cesses de te battre contre toi-même et tu commences à collaborer avec ton âme. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'éliminer ta noirceur. Tu dois simplement l'éclairer par ta conscience. Et cela change tout. Tes relations deviennent plus honnêtes, ton travail plus aligné, tes décisions plus authentiques. Car désormais, c'est toi tout entier qui est aux commandes. Plus seulement le moi social, le moi acceptable, mais le soi véritable, comme l'appelait Jung, la totalité de la psyché, avec toutes ses parties réunies. Et cela, c'est la liberté. Alors voici la question que tu dois te poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je cache à moi-même? Et plus encore, que pourrait-il se passer si j'avais le courage d'accueillir cela, au lieu de le réprimer? Car crois-moi, le monstre dans la cave ne veut pas te dévorer. Il veut te protéger. Mais dans le noir, il ne sait pas comment. Apporte-lui la lumière. Apporte-lui ta conscience. Apporte-lui ta compassion. Et regarde comment ta vie commence, peu à peu, à se réorganiser. Et si tu découvrais que tu vis la vie de quelqu'un d'autre? Pas au sens littéral, mais existentiel. Et si tout ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui ne reposait pas sur qui tu es, mais sur ce que l'on t'a dit d'être? 2. Cette question peut paraître absurde à première vue, mais regarde de plus près. Pense à ta profession. Tu l'as choisie avec passion, ou acceptée parce qu'elle était sûre. Pense à tes relations. Tu es avec quelqu'un que tu as choisi librement, ou quelqu'un qui convenait aux attentes. Pense à tes opinions, tes goûts, tes désirs. Combien sont vraiment nés de toi et combien sont copiés, hérités, conditionnés? 3. La vérité inconfortable, c'est que beaucoup vivent toute une existence sans jamais avoir vécu comme eux-mêmes. 4. Et ce n'est pas de ta faute. C'est le programme invisible de la culture. Dès la naissance, tu es façonné par les parents, les professeurs, la télévision, la religion, la publicité, les réseaux sociaux. Avant même de connaître ton nom complet, on t'a déjà poussé dans un scénario. Être performant, être utile, être sage, être normal. Mais personne ne t'a appris à être toi. 5. Voilà le paradoxe. Dans une société obsédée par l'authenticité, nous vivons comme des copies les uns des autres. As-tu remarqué comme tout suit un moule? L'université à 20 ans, le mariage à 30, la voiture en leasing, le plan de carrière, le selfie au nouvel an, les hashtags de motivation, les dimanches barbecue avec des sourires filtrés. 6. Mais quand la caméra s'éteint, combien de ces sourires sont sincères? Combien de fois as-tu dit oui en pensant non? Combien de fois as-tu étouffé un désir pour satisfaire une attente? Combien de fois t'es-tu saboté, non par incompétence, mais par peur de déplaire? 7. C'est le signe que tu vis une vie empruntée. C'est subtil, insidieux. Ça ne fait pas mal comme une fracture, mais ça affaiblit tout. La volonté, le courage, l'identité. 8. Un jour, tu te réveilles et tu ne te reconnais plus. Tu regardes dans le miroir et tu vois un étranger, quelqu'un qui a appris à fonctionner, mais qui a oublié comment ressentir. 9. Et le plus tragique, c'est qu'on peut vivre comme ça pendant des décennies. Être fonctionnel, être applaudi, être un modèle. Et malgré tout, s'endormir chaque soir avec cette question sourde au fond de la poitrine. C'est tout? 10. Et si tu ne réponds pas, elle revient, sous forme d'ennui, d'anxiété, d'envie de fuir, ou pire, d'apathie. 11. Car au fond, vivre la vie des autres déconnecte de soi-même. Et Carl Jung le savait. Pour lui, cette déconnexion était l'une des plus grandes sources de souffrance moderne. 12. Nous ne sommes pas malades par manque de succès. Nous sommes malades par manque de sens. Et le sens, contrairement à ce qu'on t'a dit, ne se trouve pas. Il se construit.
Mais comment construire du sens si tu ne sais même pas qui tu es? 13. Imagine une maison. Si les fondations ne sont pas les tiennes, tout ce que tu bâtis dessus sera instable. Tu peux peindre, décorer, camoufler, mais au premier tremblement, tout vacille. 14. C'est pareil pour une identité construite sur les attentes des autres. Et cette fragilité apparaît en temps de crise, quand tu perds ton travail, quand ta relation s'effondre, quand ton corps tombe malade. 15. Et là, sans tes rôles, il ne reste que toi. Mais qui est ce toi qui reste? 16. Beaucoup ne le savent pas. Et le vide qui naît de cette question peut être insupportable. C'est pour cela que beaucoup fuient, s'abrutissent de travail, de nourriture, d'achat, de notifications, se fixent des objectifs qui ne sont même pas les leurs, juste pour ne pas entendre le silence de quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment écouté. 17. Et voici le point crucial. Vivre la vie des autres est confortable, jusqu'à ce que cela devienne invivable. Tu peux te mentir un temps. Tu peux convaincre tout le monde autour de toi. 18. Mais une partie de toi, celle que Jung appelait le soi, sait. Elle sait que tu vis à contre-courant de ton essence, et elle va continuer à t'envoyer des signaux, par le corps, par les rêves, par les frustrations, jusqu'à ce que tu écoutes, ou que tu tombes malade. 19. Mais attends, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité, car il y a une sortie. Et elle commence par un acte simple mais radical. Douter. 20. Oui, doute. Remets en question chaque modèle, chaque habitude, chaque idée qu'on t'a vendue comme vérité absolue. Doute de ce qu'on t'a dit sur le succès. Doute de ce qu'on t'a dit sur l'amour. Doute même de ce que tu crois être toi. Car ce n'est peut-être qu'un personnage que tu as appris à jouer. 21. Ce n'est pas facile, ça fait peur. Désobéir est risqué. Mais obéir aveuglément est une prison. Tu n'es pas né pour suivre des formules, tu es né pour inventer ton propre chemin. 22. Et ce chemin ne sera pas parfait, il sera tordu, incertain, parfois solitaire, mais il sera à toi, et c'est ce qui lui donnera du sens. Jung appelait ce processus l'individuation, le mouvement de rupture avec les conditionnements pour devenir qui tu es vraiment. En essence, pas en apparence. 23. C'est lent, c'est douloureux, et c'est profondément libérateur. Parce qu'à travers lui, tu commences à comprendre que tu n'as plus besoin de t'adapter. Tu commences à dire non avec légèreté, à t'éloigner de ceux qui te tirent vers le bas, à faire des choix qui autrefois te semblaient interdits. Tu commences, enfin, à vivre ta propre vie. 24. Et oui, ça a un prix. Tu vas déranger, décevoir des attentes, perdre des compliments. 25. Mais tu vas aussi gagner quelque chose d'inestimable. La paix. La paix d'être chez toi en toi-même. La paix de ne plus devoir faire semblant. La paix de vivre en accord avec ta vérité, même si personne ne la comprend. 26. Et cette paix est la base de tout ce qui compte vraiment. Des relations plus sincères, des projets plus authentiques, des pas plus courageux. 27. Car au final, vivre la vie des autres, c'est une déviation. Cela semble plus simple, mais cela t'éloigne de toi-même. Et si tu continues sur ce chemin, tu sais ce qui t'attend? 28. Tu arrives au bout de la route et tu réalises que la vie que tu as construite avec sueur, effort et sacrifice n'était pas la tienne. 29. Et il n'y a pas de douleur plus grande que celle-ci. Regarder en arrière et voir que tu as joué un rôle dans une pièce qui n'était pas la tienne, pas par méchanceté, mais par peur, peur de déplaire, de se tromper, d'être rejeté. 30. Mais voici un secret, le rejet des autres ne fait jamais autant mal que la trahison de soi-même. 31. Alors je t'invite maintenant à faire un choix radical, un choix silencieux, un choix que personne ne peut faire à ta place. Choisis de revenir à toi, choisis de douter, choisis de recommencer, même en cours de route. Choisis de vivre une vie qui porte ta propre signature, pas celle de tes parents, ni de tes professeurs, ni de l'algorithme, ni du marché, la tienne. 32. Car à la fin, ce qui comptera, ce ne sera pas le nombre de followers, ni les diplômes, ni les titres.
Ce qui comptera, c'est « as-tu vécu avec vérité ?» Et cette vérité habite en toi. Elle attend, elle appelle, elle murmure. L'entends-tu? As-tu déjà envisagé que peut-être tu n'as jamais été vraiment toi-même? Je ne parle pas de ce que tu fais semblant d'être pour les autres, ni des masques sociaux que chacun apprend à porter. Je parle de ce qui existe derrière tout cela, l'être brut, nu, indompté, qui bat encore quelque part en toi, même étouffé par des années de conditionnement. Est-il toujours là, quelque part, ou a-t-il été oublié si longtemps qu'il ne sait même plus comment s'exprimer? Carl Gustav Jung croyait que chacun de nous naît avec une graine unique, une étincelle d'identité authentique, profonde, impossible à reproduire. Mais cette graine a besoin de courage, de silence et de confrontation pour s'épanouir. Il a appelé ce processus l'individuation. Et non, cela n'a rien à voir avec devenir égoïste ou se retirer du monde. S'individuer, c'est peut-être l'acte le plus courageux et le plus altruiste qu'un être humain puisse accomplir, parce que celui qui se trouve guérit le monde autour de lui. Mais soyons honnêtes, la majorité des gens n'y arrivent jamais. Pourquoi? Parce que le chemin vers soi traverse des territoires inconfortables, et la plupart préfèrent se répéter plutôt que plonger. Et toi, que choisis-tu? Réfléchis bien. Combien de choix dans ta vie ont été faits par peur de décevoir ce que les autres attendaient de toi? Combien de fois as-tu étouffé ton intuition parce que le monde te disait le contraire? Combien de parties de toi ont été rejetées, jugées, enfermées et ne sont jamais remontées à la surface? S'individuer, c'est tout le contraire de cela. C'est cesser d'être un personnage qui plaît. C'est déchirer le costume social et écouter, peut-être pour la première fois, sa propre voix. Et plus encore, c'est accepter que cette voix puisse être étrange, contradictoire, apeurée, mais qu'elle est à toi. Jung voyait l'individuation comme une naissance symbolique, une renaissance de la conscience, où l'ego, ce petit moi qui veut tout contrôler, commence à s'incliner devant le soi, le centre profond et véritable de notre être. Mais comment cela se passe-t-il? D'abord, il y a un appel, un inconfort, une crise. Quelque chose te sort du pilote automatique, une fissure dans l'armure. Cela peut être une rupture, une maladie, un épuisement, une perte ou simplement une fatigue existentielle. La vie que tu menais jusque-là commence à sembler insupportable. Et peu importe ton succès, il y a un vide. Tu regardes autour de toi et tu réalises « cette histoire n'est pas la mienne ». Et c'est là que le processus commence. Mais attention, il n'y a pas d'individuation sans bruit. Parce que la première étape, ce n'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est de détruire ce qui ne sert plus. Et cela fait mal. Cela fait mal car tu dois affronter ce que tu es devenu et peut-être réaliser que tu as trahi ton essence pour rentrer dans le moule. Cela fait mal car tu devras regarder tout ce que tu as enfermé dans le sous-sol de ton âme. Peur, colère, orgueil, culpabilité, honte, désir, ambition. Tout ce que tu as caché à toi-même veut maintenant être vu. Et là naît le premier grand dilemme. Vas-tu fuir ou vas-tu regarder? La majorité fuit, s'anesthésie, se distrait, s'agite. Mais celui qui ose regarder commence la traversée. Cette traversée n'est pas linéaire, elle est chaotique, en spirale. Il n'y a pas de carte, il y a des symboles, des intuitions, des signes. C'est le moment où les rêves prennent une nouvelle importance. L'intuition commence à parler plus fort que la logique. Le corps commence à révéler ce que l'esprit dissimule. Tu te rends compte que ton âme essaie de te parler, et elle parle à travers l'image, le mythe, l'élan, la douleur et la beauté. À ce stade, Jung propose une rencontre avec les archétypes, des figures universelles qui vivent dans l'inconscient collectif et qui se manifestent dans nos récits intérieurs. Tu découvres que tu portes en toi le héros, l'orphelin, le sage, l'amant, le guérisseur, le destructeur, et le plus troublant, tu portes aussi le méchant. S'individuer, ce n'est pas devenir bon, c'est devenir entier, c'est intégrer la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, l'action et la réceptivité, la raison et l'intuition.
C'est reconnaître que tu peux être doux et aussi en colère, que tu peux être sensible et aussi ferme, que tu peux aimer profondément et pourtant vouloir être seul. Tu commences à comprendre que les paradoxes ne sont pas des erreurs, ce sont des signes de profondeur. Mais alors, la société? Comment concilier ce processus avec les attentes extérieures? C'est l'une des plus grandes douleurs de l'individuation. Elle isole, parce que le monde n'est pas prêt à faire face à quelqu'un qui choisit d'être entier. Tu vas perdre des gens, perdre du statut, perdre des certitudes. Mais tu vas gagner quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, la vérité. Et avec elle vient la légèreté, la liberté de ne plus avoir à faire semblant, la clarté de savoir qui tu es, même lorsque tout autour de toi tente de te brouiller. Tu commences à faire des choix à partir d'un centre intérieur, pas pour plaire, pas pour prouver, pas pour gagner, mais parce que cela fait sens pour ton âme. Et c'est là le plus grand cadeau de l'individuation, la cohérence. Ton esprit, ton corps, tes émotions et tes actions commencent à marcher ensemble. Tu t'endors en paix, tu te réveilles avec un but, tu avances avec assurance, même dans l'incertitude. Mais bien sûr, le chemin ne s'arrête pas là. L'individuation n'est pas un objectif à atteindre, c'est un mouvement constant, un pouls, un verbe vivant. C'est se lever chaque jour et choisir de vivre en étant qui tu es, même si cela te coûte, même si ça fait mal, même si ça dérange. C'est savoir que chaque affrontement avec l'ombre, chaque pas vers l'autonomie, chaque rupture avec l'ancien, te rapproche de quelque chose de sacré, d'une paix qui ne dépend pas du monde extérieur, d'une force qui n'a pas besoin d'être exhibée, d'un amour qui commence par toi. Mais attention, l'ego va résister. Il te dira que c'est dangereux, que c'est de la folie, que c'est de l'arrogance. Il essaiera de te retenir dans ta zone de confort. Mais souviens-toi, l'ego a peur de mourir. Le soi, non. Le soi sait que mourir au faux, c'est naître au vrai. Et peut-être que c'est ce qui est en train de t'arriver maintenant. Peut-être que tout ce qui s'effondre n'est pas toi, mais seulement ce qui a été construit sur des couches qui ne t'appartenaient pas. Et si c'est le cas, remercie. Remercie l'inconfort, remercie la crise, remercie même le chaos, parce que c'est là que l'âme commence à murmurer « Maintenant, oui, maintenant, nous pouvons commencer ». As-tu déjà remarqué que savoir ce qu'il faut changer, ce n'est pas la même chose que changer? Combien de fois as-tu eu de la clarté, de la volonté, cette étincelle de transformation qui brûlait en toi, et malgré tout, tu n'as rien fait? Le problème n'est pas l'ignorance, le problème c'est l'action, ou plutôt son absence. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà compris que tu vis déconnecté. Tu as déjà entrevu ton ombre, tapi dans les fissures de ton quotidien. Tu as compris que beaucoup de choses dans ta vie n'ont peut-être pas été choisies par toi. Tu as senti dans ton corps, ta mémoire, tes silences, que quelque chose doit se passer. Mais quoi? Et surtout, comment? C'est ici que beaucoup de gens s'arrêtent. Parce qu'il est facile de s'inspirer, mais difficile de tenir. Facile de consommer des idées, mais difficile de les incarner. Facile de comprendre Jung en théorie, mais terriblement difficile de l'affronter dans le miroir. Mais c'est précisément là que le chemin se distingue. C'est ici que tu cesses de regarder ta vie de l'extérieur pour en devenir l'auteur, même si l'encre coule et que les mots te trahissent au début. Car désormais, ce scénario est le tien. Et comme toute bonne histoire, il demande des outils. Carl Gustav Jung en a laissé beaucoup. Mais ils ne prennent pas la forme de recettes miracles ou d'applis motivantes. Ils sont silencieux, lents, symboliques. Ils exigent de la présence. Et surtout, le courage de plonger. Commençons. Premièrement, 1. L'écoute profonde. Mais attention, ne confonds pas écouter avec penser. Penser, c'est rationaliser. Écouter, c'est faire de la place. C'est tout l'opposé de la productivité. C'est être pleinement en soi, sans précipitation pour interpréter, sans panique pour corriger. Combien de fois ces derniers mois t'es-tu réellement arrêté pour écouter ce que tu ressens? Pas ce que tu devrais ressentir, mais ce qui est vraiment là, sous les couches. Tristesse,
ennui, désir, jalousie, amour, culpabilité. Jung disait que les sentiments non écoutés deviennent des destins. Ils poussent dans l'ombre et influencent nos choix, même quand on se croit aux commandes. Et comment écoute-t-on? Par le silence, par la présence, par le courage. Une des pratiques les plus simples et les plus puissantes, le journal intime. Mais pas un simple carnet de souvenirs. Un outil thérapeutique, écrit chaque jour. 10 minutes, pas plus. Ne filtre rien, n'édite pas, oublie la grammaire. Déverse simplement. Commence par « Aujourd'hui je me sens » et laisse le stylo saigner. Tu seras surpris de ce qui émergera. Des voix oubliées, des phrases de ton enfance, des cris retenus, des désirs refoulés. C'est là que ton inconscient commence à parler. Deuxièmement, 2. Les rêves. Voici un outil sous-estimé, l'analyse onirique. Pour Jung, les rêves ne sont ni absurdes ni insignifiants. Ce sont des lettres de l'inconscient. Chaque symbole, chaque scène étrange, chaque répétition porte un code. Tu n'as pas besoin d'être psychanalyste, tu as juste besoin de commencer. Laisse un carnet près de ton lit. Et à ton réveil, avant même de te lever, note tout ce dont tu te souviens. Même si cela semble confus, illogique. Même si ce n'est qu'une couleur, une sensation, une image. Avec le temps, des motifs émergent, des archétypes apparaissent, des personnages reviennent. Et tu verras, il y a une intelligence à l'œuvre. Quelque chose en toi essaie de te montrer ce que tu refuses encore de voir. Troisièmement, 3. L'honnêteté radicale, la plus difficile de toutes. Combien de tes décisions actuelles sont alignées avec tes valeurs profondes? Combien de relations tiennent par habitude? Combien de routines sont nourries par la peur du changement? L'honnêteté radicale commence par une question brutale. Si personne ne te jugeait, que changerais-tu maintenant? Ton travail, ta maison, ton corps, ta relation? Ne réponds pas tout de suite. Laisse la question résonner. Mais ne la fuis pas. Jung disait que la vérité intérieure finit toujours par se manifester. Par une crise, une maladie, une rupture. Ou si tu as de la chance, par un choix conscient. Et ce choix commence par de micro-actes de courage. Dire non à ce que tu acceptais en silence. Avouer un désir longtemps caché. Faire ce que tu aimes sans attendre d'applaudissements. Clore des chapitres. Lancer des projets. Sortir du pilote automatique. Quatrièmement, 4. L'intégration symbolique. Jung savait que l'être humain a besoin de symboles. Sans eux, la vie perd ses couleurs. Sa magie, sa profondeur. Tu as sûrement remarqué que certains objets te suivent depuis des années et tu ne sais même pas pourquoi. Une bague, un livre, une pierre, un parfum. Ce sont des portails, des clés vers l'inconscient. Ils ont des couches de signification. Et si tu sais les écouter, ils parlent. Crée tes propres rituels. Allume une bougie pour marquer une fin de cycle. Dessine ton état émotionnel. Choisis une chanson qui reflète ton ombre. Utilise un mythe comme miroir. Tire une carte, choisis une phrase, un symbole, et porte-les avec toi pendant une semaine. Observe ce qui se révèle. Cela peut paraître insignifiant, mais cela éveille des mondes intérieurs endormis. Et quand le symbole s'éveille, il te guide. Car tous les grands processus de l'âme sont métaphoriques. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu es en train de vivre un mythe. La seule question est, vas-tu en être le héros ou rester figurant dans l'histoire des autres? Cinquièmement, 5. Agir avec une intention symbolique. Arrête de vivre de manière littérale. Ta routine peut devenir un rituel. Ton corps, un temple. Ton travail, une vocation. S'il est vécu avec vérité. Et si ce n'est pas le cas, tu le sentiras. Ton corps s'alourdira. Ton âme souffrira. Ne méprise pas ces signaux. Ce sont des boussoles, pas des malédictions. Commence petit. Choisis un seul aspect de ta vie qui te semble faux aujourd'hui. Et demande-toi, que ferais-je ici si j'étais pleinement moi-même, sans peur? Maintenant va. Fais un petit geste, un mot nouveau, un silence, un pas. Ce pas est le début de ta libération. Et si la peur vient, tant mieux. Car la peur est la frontière entre l'ancien et le nouveau. Et Jung disait, il n'y a de vraie transformation que lorsque l'ego tremble. Alors,
qu'il tremble. Laisse les fondations vibrer, car il n'y a pas de violence plus grande que de continuer à vivre comme si tu étais quelqu'un d'autre. Les outils sont là, pas glamour, pas instantané, mais authentique. Et si tu les utilises, un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas ton reflet dans le miroir et tu verras, pour la première fois, toi-même. Combien de jours de ta vie as-tu vraiment vécu? Je ne parle pas du nombre d'anniversaires que tu as fêtés, des pays que tu as visités ou des photos où tu souris. Je parle de ces jours rares où tu étais entier, présent, authentique, désarmé, conscient de l'instant. Des jours où tu ne t'es pas perdu dans les distractions, où tu n'as pas fait semblant, où tu n'as pas joué un rôle. Tu peux les compter sur les doigts d'une main? Si cette question te dérange, alors peut-être que ce moment, exactement celui-ci, est celui où quelque chose doit changer. Et non, il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de responsabilité. Tu viens de traverser plusieurs étapes de cette quête intérieure. Tu as affronté le vide, tu as écouté ton ombre, tu as compris que tu pourrais vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu as découvert qu'il existe un processus, l'individuation, capable de te ramener à ton essence. Tu as reçu des outils pour entamer ce réveil. Maintenant, il ne manque qu'une chose, ton choix. Tu peux fermer cette vidéo et remonter à la surface, retourner au bruit, à la vitesse, au pilote automatique. Personne ne t'en empêchera, mais quelque chose en toi a été touché. Et ça ne disparaît pas si facilement. Parce qu'une fois que tu as conscience, ignorer l'appel devient une forme de mort. C'est comme voir une porte entr'ouverte vers ta liberté et choisir malgré tout de rester enfermé. Tu veux vraiment ça? Ou alors, peut-être que maintenant, enfin, c'est l'heure de répondre. Répondre à quoi? À l'appel qui résonne dans les profondeurs de ton âme, celui d'être qui tu es né pour être. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une autre question. Une que tu ne t'es peut-être jamais vraiment posée avec honnêteté. Qui serais-tu si tu n'avais pas peur? Imagine, ne serait-ce qu'un instant, que personne ne puisse te juger. Imagine que ton passé ne soit pas une prison, mais un point de départ. Imagine que le temps ne soit pas perdu, mais prêt à commencer. Si tout cela était vrai, et peut-être que ça l'est, qui choisirais-tu de devenir aujourd'hui? Un artiste? Un guérisseur? Un rebelle? Un bâtisseur? Un solitaire qui chérit le silence? Un aventurier fatigué de plaire? Ou peut-être simplement quelqu'un qui ne veut plus se mentir? Et c'est là qu'arrive le prochain conflit. Mais par où commencer? Cette question paralyse beaucoup de gens. Et Jung le savait. Il savait que le chemin de retour au self ne passe pas par des ruptures spectaculaires. Il se trace à travers des micro-choix quotidiens, discrets pour le monde, mais révolutionnaires pour celui ou celle qui les fait. Tu commences quand tu cesses de rire à des blagues qui ne te font pas rire. Quand tu dis non à des invitations qui t'épuisent, quand tu t'autorises à pleurer pour ce que le monde a minimisé. Quand tu écoutes ta colère sans la censurer et que tu comprends ce qu'elle tente de protéger. Tu commences quand tu choisis d'être présent, dans la conversation, dans le toucher, dans ton café, dans ton corps, dans ta vie. Et, petit à petit, ce début devient présence pleine, puis courage, puis clarté, puis vérité. Mais ne te fais pas d'illusions. Ce chemin fait peur. Il ébranle le confort du connu. Il bouleverse ce qui semblait fonctionner. Il exige que tu cesses d'être ce que tu as été pour découvrir ce que tu pourrais devenir. Et cela exige un deuil. Oui, un deuil. Le deuil de celui ou celle que tu as prétendu être. De celui ou celle que tu n'as pas pu être. Des versions de toi que tu as dû enterrer pour survivre. Et ce deuil doit être vécu. Tu te sentiras seul. Tu te sentiras perdu. Tu te demanderas, est-ce que ça en vaut la peine? Mais alors, quelque chose de subtil va se produire. Tu commenceras à respirer autrement, à dormir plus léger, à parler avec plus de vérité. Tu commenceras à vivre avec plus de sens, même s'il reste du doute. Parce que le doute, quand il est sincère, est aussi un signe que tu es sur le chemin. La vie que tu désires ne viendra pas toute faite. Elle se sculpte. Et la matière que tu utilises n'est pas l'idéal, mais le réel. Tu commences avec ce que tu as,
avec les traumas que tu portes, avec le poids de ton histoire, avec les peurs qui bourdonnent encore, mais tu commences. Et cela change tout. Jung disait que la psyché est comme un jardin, elle fleurit quand on la soigne, mais tombe malade quand on l'ignore. Et toi, jusqu'ici, tu as peut-être abandonné ton jardin pendant des années, mais il est encore vivant. Même recouvert de mauvaises herbes, même sous des feuilles mortes, la vie pulse encore à l'intérieur, il y a encore des graines qui n'ont jamais germé. Et la décision d'aujourd'hui est simple et sacrée. Vas-tu arroser ou vas-tu continuer à attendre la saison parfaite qui n'arrive jamais? Tu veux une vérité brutale. La plupart des gens meurent avant d'être réellement nés. Ils remplissent une fonction, un script, une routine, mais ils ne vivent pas, ils ne font que passer. Et toi, tu vas passer ou tu vas marquer ta présence? Parce que marquer sa présence, ici, ce n'est pas une question d'horloge. C'est une question de peau, d'histoire, de sens. Et puisque l'on parle de sens, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'émeut profondément? Qu'est-ce qui te fait bouger sans effort? Qu'est-ce que tu ferais, même sans aucun applaudissement? C'est là que se trouve ta boussole. C'est là que vit ton self. La vie ne te donnera pas de garantie, mais elle t'enverra des signes que tu ne peux percevoir que lorsque tu te tais, que tu ralentis, que tu t'alignes. Et c'est cet alignement que nous cherchons ici. Pas avec des normes extérieures, mais avec ton essence, ta flamme, ta vérité. Si tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a conduit à cet instant, alors cet instant est ton nouveau point de départ. Tu peux continuer à porter tes histoires comme des cicatrices, ou tu peux les transformer en racines. Le choix est à toi, il l'a toujours été. Mais maintenant, tu sais. Et quand on sait, on ne peut plus faire semblant. Si cette traversée t'a touché, si à un moment tu as ressenti plus qu'une pensée, un nœud dans la gorge, un frisson, un souvenir, alors tu es prêt. Écris en commentaire « Je me choisis », pas par vanité, mais comme un pacte, un acte symbolique de ton recommencement. Aime cette vidéo, pas seulement comme un soutien, mais comme un geste intime de ton engagement envers ta propre transformation. Abonne-toi à la chaîne, car le voyage ne s'arrête pas ici. Il change juste de phase. Les prochaines vidéos vont explorer comment rester éveillé quand la vie recommence à presser, comment traverser les rechutes, comment honorer ton essence dans le tumulte du réel. Parce que ceci n'est pas une spiritualité de vitrine, c'est une authenticité radicale, c'est devenir toi, si profondément, si puissamment, que le monde autour de toi n'a plus d'autre choix que de s'ajuster ou de s'écarter.